Sortir de la dépression par le sport et l'exercice physique, c'est sur ce sujet que le jeudi 11 juin dernier, Odette Durand, présidente du CDOS Drôme, et les membres de la commission médicale Dr Pascal Massol, médecin généraliste, médecin du sport et président du club d'escrime de Bourg-les-Valences et Valence, Monsieur Bertrand Vanner, consultant en psychologie clinique et éducation, et Monsieur Jean-Philippe Desbordes, docteur en anthropologie sociale et président du comité Drôme-Ardèche d'Aïkido et d'Akibudo, vous a présenté le sport comme outil thérapeutique. Focus, la dépression et l'aïkido. Cette conférence a été modérée par Monsieur Hugues Tircuir, directeur adjoint UJF Valence, UFRAPS Grenoble et responsable de l'antenne STAPS Valence. Le mot focus est important, c'est grâce à la pratique d'activités comme l'aïkido, qui est un bon exemple de pratique physique, je crois accessible à la plupart d'entre nous, que l'on peut se soigner, ou en tout cas juguler les effets de la dépression. C'est ce que vont nous dire les trois conférenciers qui sont ici. Et le premier d'entre eux, c'est Pascal Massol, qui est médecin généraliste et médecin du sport, président du club d'escrime de Bourg-les-Valences et médecin fédéral auprès de la Fédération française d'escrime. Parce qu'il y a des problèmes de la dépression, c'est très difficile d'avouer qu'on est dépressif, et surtout aussi très difficile de faire l'action de demander de l'aide. Alors, au tout départ, quelques chiffres sur la dépression. On admet qu'au cours des 12 derniers mois, 8% des 15-85 ans ont vécu un épisode dépressif caractérisé. Ça représente à peu près 3 millions de personnes qui ont été atteintes de la dépression au cours des 12 derniers mois, ce qui représente quand même une population énorme. Autre chiffre, au cours de sa vie, une personne aura un risque de 15% de développer un état dépressif, ce qui là aussi est considérable. On est tous exposés à un moment ou à un autre à avoir un état dépressif. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que tout le monde peut être touché. Chez les enfants et chez les adolescents aussi, la dépression peut être présente. En gros, entre 2 et 3,5% chez les enfants, 14% chez les ados. La difficulté chez les enfants, c'est le diagnostic. Car chez l'enfant, effectivement, la verbalisation est très compliquée. Ils n'ont pas toujours les bons mots pour exprimer leurs sentiments. Donc c'est plutôt par le comportement qu'on peut dépister une dépression. L'enfant, au contrario de l'adulte, lui, va plutôt passer dans l'excès. C'est un enfant qui va devenir turbulent, c'est un enfant qui va devenir agressif, qui va avoir un changement de comportement qui peut évoquer l'humeur dépressive. Et chez les ados, la verbalisation est encore plus difficile. Déjà, quand en normal, un ado, ça ne parle pas beaucoup. Mais un ado dépressif, je ne vous en parle même pas. Quelques généralités. Alors, la dépression est quelque chose dont on en parle beaucoup actuellement. On a l'impression que c'est un sujet moderne, c'est quelque chose de très moderne, effectivement. Mais c'est quelque chose qui est connu et reconnu depuis l'Antiquité. Les premières traces écrites de dépression remontent 4000 ans avant notre ère, en Égypte, où un scribe avait écrit, sur son petit papier, la seule issue que je trouve, c'est la mort. Donc, effectivement, déjà à cette époque-là, on parle déjà d'humeur dépressive. Et au cours de notre histoire, la dépression a eu différentes appellations. Hippocrate, mon grand maître, a parlé, lui, de mélancolie. Il parlait de bile noire. Donc, c'était des humeurs, des biles noires qui étaient responsables de cet état de torpeur. Plus tard, au Moyen-Âge, les prêtres se sont emparés de la dépression. Ils ont nommé ça ascétie. Ils avaient remarqué que dans leur population de moines, il y avait un grand nombre de personnes qui étaient dépressives et surtout qui passaient à l'acte, beaucoup de suicides dans cette population-là. Donc, ils ont donné une image diabolique à la dépression. Ils ont dit qu'en fait, ça concernait une population qui était paresseuse et une population qui était sous l'emprise du diable. Donc là, on garde encore aujourd'hui cette notion de culpabilité de la dépression. Puis plus tard, au cours du 19e siècle, l'idée de névrose est apparue et on a parlé de neurasthénie. Alors il faut savoir aussi que toute baisse de morale ou de trouble de l'humeur n'est pas une dépression. On a tous le droit d'avoir des coups de mou. La vie est comme ça. Et simplement, la dépression répond à une définition très précise dont on parlera tout à l'heure, mais ne vous jetez pas sur des antidépresseurs ou plongez pas sur le téléphone pour appeler votre psychiatre parce que vous n'allez pas bien. On a tous des moments où ça va moins bien. Et autre généralité, on parle de la dépression, mais en fait, il faudrait parler de dépression. En gros, il y a autant de tableaux dépressifs qu'il y a de dépressifs. On a chacun sa traduction, ça peut être des plaintes somatiques, ça peut être des troubles de l'humeur de sommeil, il y a plein de choses, et on devrait plus parler de dépression avec un S. Alors, les conséquences et les risques de la dépression. Un des risques principaux de la dépression, un des risques principaux d'ailleurs, à moyen terme, c'est la récidive. Donc ce que je disais tout à l'heure, plus on prend en charge une dépression tôt, moins on a de risque de l'avoir continué dans le temps.
Au bout de 5 ans, si la dépression n'est pas bien traitée, on peut avoir 50 à 80% de chronicisation de la dépression. Bon, le risque le plus spectaculaire des dépressions, celui que tout le monde a en mémoire, c'est le risque de tentative de suicide. Il est multiplié par 21 en cas d'épisode dépressif. Donc quand on dit multiplié par 21, il s'agit d'une population qui n'est pas traitée ou qui est mal traitée. Tout dépressif n'est pas forcément va pas commettre forcément une tentative de suicide. Donc voilà. Ah, bien sûr, ça a des répercussions familiales, sociales, professionnelles énormes. Quelqu'un qui effectivement est en souffrance, met en souffrance toute sa famille. Quelqu'un qui a des difficultés de morale va aussi s'isoler de ses amis, donc provoquer des difficultés sociales. Et bien évidemment, au niveau professionnel, il y a aussi des répercussions du fait de l'absentéisme, du manque de motivation, de moins grande efficience, etc. Donc on estime que quelqu'un qui présente une dépression a beaucoup plus de risques de perdre un emploi que quelqu'un qui est en bonne santé. Alors sur cette image, j'ai voulu représenter la vie en abscisse, en ordonnée et l'humeur, et on définit donc 3 zones. La zone de normalité. Au-dessus de cette zone de normalité, on définit une zone de manie. Donc la zone de manie, c'est le versant maniaque, c'est la personne qui est super excitée, là, qui fait des super trucs, qui est dans le trop. Et après, on a la zone de dépression, qui est dans la période du pas assez, justement, donc la zone de dépression. Et on définit un état de dépression mineure et un état de dépression majeure. Donc la vie, en fait, je vais y arriver, voilà. La vie, en fait, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc les variations d'humeur toute variation d'humeur n'est pas forcément pathologique. On a des sortes de garde-fous, hein, qui sont des garde-fous qu'on installe tout au cours de la vie. Mais parfois, lors d'épisodes plus importants, on arrive à descendre en dessous de ce seuil de normalité et on arrive dans une seuil de dépression mineure. Alors, quand on met des zones de dépression normale, ça veut dire que c'est des réactions de dépression, on va dire, normales. Le cas d'un deuil, le cas d'une séparation, le cas d'une perte d'emploi. Et ce sont cette zone de dépression, là, cette zone de dépression mineure, est justement la zone de dépression qui est sensible, et ce que montra M. Vanier tout à l'heure, c'est cette zone de dépression qui est sensible au traitement par le sport. Je parlais de traitement, j'ai un peu anticipé, mais qui est vraiment sensible au sport. Après, plus tard, quand effectivement certaines personnes dépassent ce cap, entre guillemets, normal de la dépression, on arrive dans la version de dépression majeure, où là vraiment, on arrive à des états catastrophiques, où il faut vraiment changer de genre de thérapie, il faut avoir des thérapies beaucoup plus lourdes, des hospitalisations et autres traitements plus chimiques. Alors, la dépression, en fait, donc ce que je disais tout à l'heure, a vraiment une définition très précise. Elle est caractérisée, avec les normes actuelles, de 9 symptômes. 9 symptômes. À ces 9 symptômes, on en retrouve obligatoirement 2. La tristesse, elle est retrouvée de manière quasi permanente dans la journée. La tristesse, c'est la perte du sourire, bien évidemment, c'est aussi les larmes, c'est le manque d'entrain. Après, on a l'anédonie, perte d'intérêt et du plaisir à l'égard des activités quotidiennes. C'est les personnes qui habituellement aiment bien lire, aiment bien jouer, aiment bien écouter de la musique, etc. Et qui tout d'un coup n'ont plus d'intérêt ni ne trouvent plus de plaisir aux choses auxquelles ils trouvaient du plaisir auparavant. Donc ces deux symptômes-là, tristesse et perte d'intérêt du plaisir, l'anédonie, sont vraiment 2 facteurs indispensables au diagnostic de dépression. Et on doit présenter 5 des autres symptômes. Voilà. Un sentiment de dévalorisation, de culpabilité. Si je suis comme ça, c'est à cause de moi, je suis nul, je n'y arriverai jamais. Des idées de mort, ça aussi c'est quelque chose qui fait partie des caractéristiques de la dépression, avec donc des mises en scène plus ou moins des idées de mort. Il faut savoir que la personne qui parle de la mort, c'est quelque chose qui est communément entendu, mais qui est une grosse erreur. Quelqu'un qui parle de la mort peut passer à l'acte. On dit qu'il en parle, il n'y passera pas à l'acte. Mais c'est faux. Quelqu'un qui parle de la mort peut effectivement passer à l'acte. Il y a le ralentissement psychomoteur, c'est-à-dire c'est la personne qui n'agit plus, la personne qui ne s'habille plus, la personne qui ne se lave plus, la personne qui ne sort plus, donc n'arrive plus à initier des actions. La fatigue aussi, qui est une caractéristique importante des symptômes dépressifs. Donc cette fatigue, elle apparaît en fait, elle est quasi permanente. Elle apparaît du matin jusqu'au soir. Trouble de l'appétit,
Donc habituellement c'est plutôt une perte d'appétit, donc perte de poids, mais parfois aussi chez certaines personnes c'est le contraire. Ils vont se remplir et ils vont prendre du poids. Ils vont manger n'importe quoi pour calmer leurs anxiétés et leurs angoisses. Les troubles du sommeil, donc effectivement quelque chose de très très fréquent. Alors c'est la personne qui vient vous voir et qui dit voilà docteur, je ne sais pas ce qui se passe, mais tous les jours à 4h03 du matin je me réveille. Tout le temps. Il dit c'est même pas la peine que je regarde le réveil, à 4h03 je me réveille. Ce petit signe là de réveil précoce, entre guillemets programmé, est un signe important aussi de versus dépressif. Après, bien évidemment, il y a des troubles de difficulté attentionnelle, de concentration, de mémorisation. Et c'est cela aussi qui provoque des difficultés au niveau relationnel, au niveau professionnel. Et voilà, donc sur cette diapo, c'était pour représenter la dépression, parce qu'une fois qu'on est dans la dépression, c'est un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux, c'est très très difficile d'en sortir. Et c'est pour ça qu'il faut demander de l'aide. Alors, pour faire le diagnostic, et vous avez des exemples dans vos pochettes qui vous étaient remises à l'entrée. On se base sur des échelles d'évaluation. Les deux plus connus sont Hamilton et Montgomery et Asberg. Ce sont des items, des questions auxquelles il est très facile de répondre et qui peuvent à la fois dire si oui vous êtes dépressif et aussi de dire la nature de vos dépressions. Est-ce qu'elle est sévère, est-ce qu'elle est moyenne ? Donc on se base, nous, pour évaluer les dépressions sur ce genre d'échelle. Et ce sont des questionnaires que vous pouvez faire par vous-même pour vous permettre de vous situer par rapport à votre humeur. Alors pour les personnes qui présentent entre 5 et 7 symptômes que j'ai présentés plus haut, on parle de dépression légère et modérée. Et au-delà de 8, on parle de dépression dite sévère. Et encore une fois, c'est sur ces dépressions légères à modérées que l'action du sport est bénéfique. On a tous une susceptibilité individuelle à la dépression. On a tous des soucis dans la vie. On a tous des moments où ça va mieux, des moments où ça va moins bien. On a des moments où on a des ruptures, on a des moments où on a des difficultés financières. Mais on ne réagit pas tous de la même façon. On a essayé de comprendre pourquoi. Alors on a mis quelques hypothèses en avant. On a parlé de facteurs biologiques avec certains neurotransmetteurs, notamment sérotonine, dopamine, noradrénaline, qui seraient déficitaires et qui provoqueraient donc ces difficultés de morale. On a aussi des facteurs génétiques. Des antécédents familiaux directs, c'est-à-dire si dans votre famille vous avez un antécédent familial direct, c'est-à-dire si un père ou une mère a eu une dépression, vous avez 10% de risque supplémentaire d'avoir une dépression vous-même. Et puis des facteurs liés à l'environnement social et familial. Surmenage, solitude, événements de la vie, ça va être chômage, ça va être rupture, etc. Et des changements d'état aussi professionnels et autres. Alors dans les traitements les plus classiques, on va parler des antidépresseurs en premier. Alors l'arsenal thérapeutique des médecins s'est vraiment étoffé. Où il y a quelques années, on n'avait qu'une ou deux molécules qui pouvaient intervenir. Mais maintenant, on commence à avoir des molécules très spécifiques. On va avoir la molécule qui va agir sur le dépressif, mais qui est plus anxieux. Ou la molécule qui va intervenir sur le dépressif, qui va avoir des troubles du sommeil. Donc les antidépresseurs font partie de notre arsenal thérapeutique. Mais vraiment le plus important pour moi, c'est la psychothérapie. C'est pour te faire plaisir, pas seulement, mais c'est parce que c'est vrai. La psychothérapie, pour moi, doit faire absolument partie de l'arsenal thérapeutique et du traitement de la dépression. Parce que si on prend que des médicaments, ça ne suffira pas. On ne pourra pas régler d'autres problèmes plus profonds. On ne pourra pas vivre sa dépression de manière, entre guillemets, plus sereine. Et puis dernièrement, effectivement, le sujet de ce soir, le sport et l'activité physique. Donc je ne vous dévoile pas la suite du programme. Bertrand va nous en parler. Donc en conclusion, lorsqu'on est dépressif, il faut en parler, il ne faut pas s'enfermer dans son mutisme, il ne faut pas s'enfermer dans son isolement. Il ne faut pas penser pouvoir s'en sortir seul. On a toujours besoin d'aide dans les dépressions. Même si on a l'impression qu'on peut y arriver, ce n'est pas vrai. On glisse de plus en plus. Et une fois qu'on est au fond du trou, ce n'est pas bon. Et puis surtout, ne pas minimiser les symptômes. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, on a tous des hauts et des bas. On peut les accepter. Mais si on voit que ces hauts et bas persistent, effectivement, à ce moment-là, il faut demander de l'aide. Voilà, merci. Moi, je me suis toujours questionné, quand on parle de cercle vicieux, si c'est un vrai cercle vicieux qui tourne en rond ou s'il y a un facteur commun qu'on n'a pas identifié et qui déterminerait l'un ou l'autre des facteurs, voire tous les facteurs à la fois, ce qui est moins probable. Bon, je pense que c'est plurifactoriel, effectivement. Il n'y a pas qu'un élément déclencheur, c'est plusieurs choses. Ce n'est pas que le facteur génétique ou que le facteur enzymatique, c'est plusieurs choses. Et ce cercle vicieux, c'est vraiment le sentiment que les gens ont, c'est d'être en boucle. Et quand on les voit, ces gens-là, ils sont vraiment en boucle. Et ils s'enferment dans leur isolement, ils s'enferment dans leur souffrance. Et il faut vraiment que notre action, ce soit de casser à un endroit cette spirale infernale. C'est ce qui ressort, souvent tourner en rond, et puis en même temps ça tourne pas rond. Alors pour casser justement ces boucles, c'est Bertrand Vanier qui va intervenir, qui est diplômé consultant en psychologie clinique et éducation, et praticien en psychologie.
n'est-ce pas? En psychothérapie. Alors l'objectif de mon intervention, ça va être de définir comment le sport peut être antidépresseur, parce que le sport c'est un outil et sa fonction en fait va dépendre de la façon dont on va le pratiquer. Donc moi je vais intervenir une fois qu'on est passé chez un professionnel et qu'on a établi un diagnostic qui est important pour définir justement la sévérité de la dépression. Comme le disait Pascal, le sport est un outil et la façon dont on va s'en servir va dépendre en premier lieu de finalement le diagnostic qui va être posé. En psychologie, il y a deux fonctions principales que peut remplir le sport. Il y a une première fonction qui est éduquer, donc rééduquer. Là, ça s'adresse aux enfants ou aux adolescents, mais aussi aux adultes par la suite. Le sport permet d'asseoir les 4 grands principes de l'éducation. Les 4 grands principes de l'éducation, alors c'est les règles, les limites, les interdits et la gestion des pulsions. Quand on est parent, on ne peut pas être parfait, d'ailleurs personne ne l'est, et l'intérêt de pousser, parce que souvent il faut un peu les pousser, les enfants à pratiquer un sport, il est à ce niveau-là. Il y a une dimension éducative pour moi qui est hyper efficace. En fonction au plus des enfants et de leur personnalité, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a des sports qui vont développer certaines choses et qui vont venir compenser finalement ce que notre éducation, ce que nous en tant que parents on va transmettre, ne pourra pas apporter à nos enfants. Donc c'est une vraie compensation à ce niveau-là. Il y a une autre fonction au niveau psychologique qui est hyper importante, qui est le sport permet de se construire et donc de se reconstruire. C'est dans cette fonction-là que se trouve l'effet antidépresseur. Dans cette dynamique-là, qui est finalement la sphère narcissique, le sport permet de construire l'estime de soi, donc de reconstruire l'estime de soi, ce qui est central au niveau de la dépression, la confiance en soi, et il aide aussi à apprendre à se connaître. Tout ce qui finalement va servir de support dans les états dépressifs pour en sortir. Quand on parle du sport comme antidépresseur, je précise bien que c'est pour sortir de la dépression. Dans les cas, et on va le voir après, je pense, dans les cas de dépression sévère, justement, ce que disait Pascal, il faut vraiment passer par le médical. Donc les mécanismes psychologiques qui permettent au sport finalement d'avoir un potentiel antidépresseur reposent sur deux principes. Le retour à l'intime par le biais des sensations et des émotions que procure le sport. C'est ce qui va définir justement comment on va pratiquer le sport pour qu'il ait un effet antidépresseur. Les sensations et les émotions que procure le sport, c'est le fil conducteur qui nous permet finalement de se recentrer sur nous. La dépression, avec l'inertie que ça engendre, génère ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet boucle. C'est-à-dire que les gens en fait finissent par perdre un peu le sens de leur vie et à s'éloigner petit à petit de ce qu'ils sont. Cette inertie en fait génère une dévalorisation assez importante qui fait que les gens ont une image d'eux qui est hyper abîmée, hyper négative. Le fait d'aller dans une direction opposée qui est finalement, plutôt que d'aller trouver à l'extérieur des solutions où finalement on ne les trouvera pas, le fait de se recentrer sur soi, c'est de se retrouver sans tricher. C'est ça qui est important par rapport à un effet antidépresseur. D'être dans le vrai en fait, dans une forme de sincérité que le sport finalement nous oblige à vivre, puisque dans le sport c'est difficile de tricher avec nos sensations et nos émotions. Et c'est ce qui va permettre ce retour à l'intime, d'installer une dynamique de réassurance. Ce qui va engendrer le deuxième principe le plus important, la reconstruction de son estime par le biais d'une réappropriation active de son corps et donc de son être qui fait défaut dans l'inertie des états dépressifs. Alors, c'est une phrase sympathique, bien dense. L'objectif principal, c'est que dans cet état dépressif, où ce qui domine, c'est le ralentissement moteur général, il y a une inertie qui s'installe. On prend le contre-pied de cet effet en permettant aux gens finalement de se réconcilier entre guillemets avec ce corps qui au quotidien fait défaut. Dans le discours des dépressifs, ce que Pascal appelait d'être un peu en boucle, vous avez des gens qui disent clairement « j'ai envie d'eux, mais j'y arrive pas ». C'est hyper frustrant en fait. On a vraiment l'impression que l'envie y est,
mais qu'au final, ils sont incapables. Alors, c'est ce qui peut générer dans l'entourage des réactions plutôt agressives, en disant « Allez, bouge-toi, sors, vois des amis ». Ce qui finit par arriver, c'est que la plupart des gens en fait, qui ont des gens dépressifs autour d'eux vont leur dire finalement, arrête de déprimer, quoi. Si c'était si simple, il n'y aurait pas besoin de psy et de médecins. En fait, il faut trouver quelque chose pour contourner cette inertie. Le sport, pour moi, est l'outil principal si on veut accélérer la sortie de la dépression. Alors, justement, comme disait Pascal, il y a une zone, donc c'était la zone qui était dans l'état dépressif mineur, où là, l'efficacité du sport, elle est vraiment plus. On a des résultats sur certaines études quasiment au bout des 3 ou 4 premières séances, que je vais après décrire au niveau du contenu, du fonctionnement. Donc, tout ce qui est déprime, là, on est dans la zone encore normale que décrivait Pascal. Dépression légère, dépression postpartum, dépression saisonnière, c'est ce ralentissement qu'on sent et qui est souvent lié à la baisse de l'intensité lumineuse. Donc, quand on passe aux horaires d'hiver, que la durée de la journée diminue, en fait. Alors, il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est peut-être cet impact-là qui déprime les gens. Moi, je pense qu'après, il y a une habituation aussi, parce que ça correspond souvent à l'entrée de l'hiver. On a fini la rentrée, l'été est fini. Donc, il y a cette rythmique annuelle, en fait, qui est un peu dépressiogène. Donc là, le sport est hyper indiqué. Il peut même il peut se suffire à lui-même. Pas forcément besoin de psychothérapie, encore moins de médoc, ça c'est clair. Par contre, dans les cas de dépression sérieuse, où là, il y a souvent l'arrêt de travail, qui est aussi un signe qu'on ne peut plus, quoi. L'épisode dépressif majeur, là, il y a besoin d'une prise en charge médicale, voire d'une hospitalisation. Ce sont carrément des gens qui sont en panique, ceux qui vivent ça, parce que d'un seul coup, ce qui faisait leur quotidien s'écroule sous leurs pieds, quoi. Il y a vraiment une perte de repère qui est hyper angoissante. Les symptômes, finalement, s'accumulent. Ils ont la dépression et en plus, ils ont la panique et l'angoisse parce que l'état dépressif les met dans quelque chose qu'ils n'ont souvent jamais connu et qui leur fait vraiment très, très peur. Donc ces gens-là, vous ne pouvez pas les rassurer aussi rapidement que ça. Il faut les institutionnaliser, c'est-à-dire partir dans un cadre, une hospitalisation souvent. Alors il y a quelques institutions qui sont finalement spécialisées dans la prise en charge des états dépressifs majeurs, des épisodes dépressifs majeurs. Là, c'est vraiment le médical, surtout la psychothérapie. J'ai mis plus activité physique parce que dans ce contexte, l'activité physique peut servir à augmenter l'efficacité des traitements médicamenteux. Ça a été prouvé aussi que l'activité physique permettait comme il y a beaucoup de traitements antidépresseurs qui sont basés sur une chronologie, qui ont des effets un peu à retardement, sauf ceux qui sont hyper puissants, mais eux, ils ont beaucoup d'effets secondaires. L'activité physique permet d'augmenter l'efficacité et la rapidité de la sortie de l'épisode dépressif majeur. Mais là, on peut pas considérer que le sport à ce niveau-là se suffise. Ça serait une grave erreur, puisque la personne qui est dans cet état, déjà, elle n'aura pas du tout envie. Et j'expliquerai après par la suite comment, justement, on peut aider ceux qui sont dans un état dépressif à se mettre à quelque chose qui, justement, ne donne pas forcément envie. Petit aparté. Donc là, le sport empêche la dépression de s'aggraver. Pascal disait tout à l'heure que le plus important, c'est le risque de rechute. Ça empêche de s'aggraver et surtout, ça diminue de 50% les risques de rechute. Il y a même... parce que quand on sort de la dépression, on va pratiquer le sport dans cette dynamique. Une fois qu'on est sorti de la dépression, vous avez beaucoup de gens qui finalement adhèrent à la pratique sportive et qui passent dans autre chose. Ça peut être soit le dépassement de soi, soit continuer finalement à inscrire toujours le sport dans leur vie. C'est devenu une habitude et pas une drogue. C'est quelque chose qui est important pour eux parce que ça leur a permis de se reconstruire. Donc souvent, ça débouche sur de bonnes habitudes. Parce que le sport peut avoir aussi des conséquences sur des habitudes alimentaires. Ça dépend de ce qu'on va pratiquer. Mais il y a un vrai changement de vie. Et ça, c'est important parce que ça consolide ce changement-là. C'est ce qui évite les risques de rechute. C'est presque ce point-là, d'éviter le risque de rechute, c'est pour moi presque ça, ce qu'on retrouve le plus chez le sport et la psychothérapie, bien évidemment. Petite remarque, le sport a beaucoup moins d'impact sur les personnes anxieuses, d'où l'importance de bien définir si vous êtes atteint d'un trouble dépressif ou d'un trouble anxieux, ce qui n'est pas du tout pareil. Le trouble anxieux, si vous voulez,
Comme tu disais tout à l'heure, c'est ceux qui passent à l'acte sans jamais en parler. C'est déprimé, justement, quand on est dans la dépression, c'est un système de défense. Ceux qui dépriment souvent, finalement, si on compare les statistiques, c'est ceux qui passent le moins à l'acte, parce qu'ils se sont autorisés à déprimer. Et en plus, ça leur a permis d'être identifiés, donc souvent d'être pris en charge. Ceux qui passent le plus à l'acte, c'est souvent ceux qui sont dans des troubles anxieux, les gens qui se mettent énormément la pression. On le voit au niveau du travail, par exemple. À une époque, les risques psychosociaux, là, le stress au boulot, sont des gens qui finalement sont très intérieurs et qui, dans leur tête, finalement, vont très peu exprimer leur mal-être et vont finalement, dans leur tête, arriver à cet extrême. Alors, consulter un professionnel. Donc déjà, pour diagnostiquer la sévérité de la dépression, où est-ce qu'on se situe? C'est par rapport au schéma de tout à l'heure, où est-ce qu'on en est. Ensuite, c'est aussi pour identifier le sport. C'est très très important cette étape parce que faut pas se louper à ce niveau-là. Faut pas se fixer des choses qui vont pas être thérapeutiques et qui vont au contraire échouer, ce qui va aggraver finalement ce sentiment de dévalorisation et de culpabilité qu'on est bon à rien, quoi. Donc cette étape, elle est primordiale. On définit le sport qu'on va pratiquer pour sortir de la dépression en fonction de sa condition physique actuelle, qui logiquement n'est pas bonne. Donc on y va piano. En fonction des aspects pratiques. Parce que même si au début, on peut être motivé ou se dire « oui, je vais y aller », il faut que ça dure dans le temps. Donc il faut vraiment s'installer dans quelque chose qui va se routiniser, quoi. Au niveau du coup, bien évidemment. Le plus important, c'est les affinités. Le choix du sport repose sur quelque chose de très psychologique, qui est qu'on va choisir un sport qui correspond inconsciemment ou consciemment à nos propres qualités. Le fait qu'on va vouloir pratiquer tel ou tel sport ne reflète pas finalement de ce que va dégager le sport, mais d'une affinité qui est très inconsciente. On va aller vers ce en quoi on est bon. En général, c'est comme ça que ça se passe. On est attiré finalement par quelque chose qui nous rassure parce qu'on y trouve un peu de nous-mêmes. Alors si je prends par exemple la course à pied, en général les gens qui sont attirés par la course à pied, ce qui leur plaît surtout c'est l'aspect facile, on sort de chez soi. Il y a beaucoup l'aspect nature, d'où le développement du trail d'ailleurs, qui montre que finalement la course à pied, qui est le sport le plus populaire en France, le plus pratiqué, repose sur des valeurs assez simples et assez nature. Après, si vous êtes attiré par le vélo, ça implique une autre dynamique. Et en général, le sport qui nous plaît, c'est parce qu'il nous donne le sentiment de nous correspondre, c'est-à-dire qu'on s'y retrouve. Et ça va être important, justement, par la suite. Alors, la deuxième étape, c'est de s'inscrire dans un club. Comme disait Pascal tout à l'heure, il y a vraiment un isolement. Cette spirale-là, elle isole les gens. Déjà parce que tous les proches sont frustrés de ne pas pouvoir aider, donc souvent ils leur tournent un peu le dos ou alors ils acceptent, ils tolèrent jusqu'à un certain point et à un moment ils en ont ras-le-bol. Donc il y a un isolement qui s'installe. Deuxièmement, on va aller contre finalement l'impact psychologique de la dépression en augmentant ses relations sociales. Ça c'est un petit peu plus compliqué. Parce que la façon dont on vit les autres, elle dépend de la façon dont on se vit. Quand on se vit mal, c'est très difficile d'aller se montrer aux autres. Il y a une forme de pudeur qui s'installe. Et puis, c'est difficile de rentrer dans un club et dire « moi, je suis dépressif et je viens là pour en sortir ». C'est pas très bien accepté. Il y a une notion un petit peu inconsciente de culpabilité et aussi de contagion. L'objectif, c'est d'avoir un cadre, parce que seul, vous n'y arriverez pas. Donc l'objectif principal de s'inscrire dans un club, c'est de bénéficier d'un cadre, soit en termes d'infrastructure, soit en termes humains. Après, il y a, en ce moment, dans la dynamique du sport santé, il y a quelques petites initiatives, et dans le sport en général, beaucoup de fédérations forment leurs professionnels à l'accueil de personnes qui souhaitent faire du sport dans une dynamique de santé. Bon, si on part sur ce principe-là de contourner les barrières psychologiques de la dépression, il faut qu'il y ait un accompagnant, peut-être qui fasse le lien entre la personne qui souhaite s'inscrire dans un club pour sortir de la dépression et le club. Parce que dire à quelqu'un, oui, je sais pas, je veux faire de l'escrime par exemple, je pense qu'il faut un accompagnement. La personne ne peut pas se présenter comme ça. Il y a un objectif de santé, donc il faut que ça soit encadré, avec toujours une tierce personne. Seul, ça me paraît quasi impossible, sauf si on a une affinité au préalable de l'épisode dépressif. Les gens qui ont toujours fait du sport,
Intuitivement, quand ils vivent une dépression, ils vont se réfugier dans le sport. Intuitivement, ils ont ce bon réflexe. Alors des fois, ils l'oublient quand ils vont vraiment mal, et puis petit à petit, ça les rattrape, quoi. Et ça, c'est souvent des gens qui arrivent finalement à s'en sortir entre guillemets seuls. Ensuite, alors, le plus important, c'est comment on pratique le sport pour sortir de la dépression. Alors, tout ça est à titre indicatif, hein. Ce n'est pas des obligations ni des préconisations rigides. C'est entre guillemets, c'est pour essayer de définir une espèce d'état d'esprit, de la façon dont on peut pratiquer le sport pour que ça soit antidépresseur. J'ai mis un petit peu des contenus. Alors, l'échauffement, bien évidemment, activité physique à dominante aérobie. À partir du moment où on rentre, alors je ne sais pas si tout le monde connaît un peu ça, la résistance douce, résistance dure, et dans un système anaérobie, on n'est plus du tout. Alors là, à ce moment-là, le sport ne devient plus du tout antidépresseur. Au contraire. C'est le cas, par exemple, chez les sportifs de haut niveau, qui ont une pratique assez intense, voire excessive, et qui finalement, cette pratique a un impact sur leur psychisme. Les étirements. Pourquoi les étirements ? Simplement dans cet objectif de se recentrer sur soi, ses sensations, ses émotions, le fait de se réapproprier son corps, les étirements y participent. À ce moment-là, quand on est concentré sur ce qu'on fait, on a une relation avec son corps qu'on perd dans la dépression. Les gens qui sont en dépression, ils disent souvent qu'il y a une rupture entre là et le reste du corps. C'est-à-dire qu'entre leurs pensées et le reste, ils ont d'ailleurs souvent un rapport avec leur corps qui est une espèce de décorporation psychologique. Ils parlent de leur corps souvent comme d'un objet externe. L'étirement, tout ça, finalement, ça les incite ou les oblige, entre guillemets, à se réapproprier ce corps qui leur échappe. Parce que n'oubliez pas que c'est des gens qui, dans leur tête, ont envie, sont souvent même très motivés, mais tout le reste ne suit pas. Donc il y a une espèce de rejet, des fois, de leur image corporelle. Donc l'étirement, il sert à ça. La relaxation, la relaxation, l'objectif, c'est de se recentrer sur sa respiration. La respiration, tout ce qui est, on va dire, dans la sphère sophrologique, pour moi, c'est hyper important, surtout dans les situations de dépression. Ce qui est assez flagrant, c'est que quand vous recevez en cabinet des gens qui sont dans la dépression au sens général, hein, état dépressif majeur et tout ça, ils ont même un discours qui est souvent assez haché. Ce sont des gens qui ont besoin de récupérer au niveau de la respiration. Quand ils s'expriment, c'est un peu chaotique. Des fois, ils ont du mal à trouver leurs mots. Au fur et à mesure qu'ils vont mieux, leur discours devient plus fluide. Et je pense que de plus en plus, la relaxation, surtout la concentration sur la respiration, c'est quelque chose d'assez important. Je ne sais pas si vous connaissez David Servan-Schreiber, qui a écrit un livre sur 3 fois 5 minutes de méditation par jour. Bon, c'est un médecin qui a cherché un petit peu à élargir les moyens de lutter contre la dépression, justement, sans médicaments ni psychothérapie. C'est central au niveau de la respiration. Déjà, c'est un exercice qui est assez intéressant quand on se concentre un peu sur sa respiration, parce qu'on se rend compte qu'en fait, on a perdu cette respiration qu'on avait enfant, qui est une respiration ventrale, au détriment d'une respiration presque buccale. On n'utilise plus son corps pour respirer. Le sport nous oblige à ça, puisque là, on est obligé justement de gonfler un maximum, puisqu'on est dans un système aérobie, donc on doit toujours apporter l'oxygène nécessaire à l'activité physique. Donc on retrouve un petit peu cette respiration qui a, à mon sens, un impact fort en termes de sortie de la dépression au niveau psychologique. Alors je ne sais pas s'il y a des questions, parce que là, je défile. Si c'est clair mon propos aussi, parce que moi je suis dedans, mais... Non, c'est bon. On garde pour la fin. Ouais, on garde pour la fin. Donc l'objectif de la séance, c'est se concentrer sur ses sensations corporelles pour vivre ici et maintenant la séance. Il faut être dedans, en fait. On est là pour ça. On n'est pas là pour autre chose. Si ce n'est pas possible, il suffit d'augmenter légèrement l'intensité, tout en restant quand même dans un système aérobie. Ce n'est pas le tout de faire un sprint de 100 mètres et de se mettre en dette d'oxygène. En augmentant un peu l'intensité, tout ce qui est corporel va prendre plus d'importance au niveau de notre rythme cardiaque, de notre respiration. Et finalement, ça va petit à petit nous envahir au niveau de l'esprit et ça va expulser ce qui peut toujours parasiter finalement le début de la séance. Tous ceux qui font du sport, ils connaissent ça. Quand on a un peu de soucis ou des tracas, quand on part faire du sport, si on part avec ses soucis, la séance, elle ne va pas être terrible. Il faut arriver à faire cette rupture-là. Alors la posologie, bon, c'était pour faire le lien avec un traitement.
1 à 3 fois par semaine, pas plus. Ça ne sert à rien de faire du sport tous les jours, au contraire. Parce que là, on va rentrer dans des risques addictifs. C'est ce qui préserve. C'est un vrai garde-fou, le nombre de séances. 1 séance par semaine, c'est suffisant, du moment que vous faites de la qualité, en fait. 3 séances, après, c'est en fonction des possibilités. La durée du traitement, alors sur les études que j'ai pu consulter, on est sur un minimum de 10 à 16 semaines. C'est pour ça qu'il faut, au niveau du choix du sport, s'inscrire. En fait, c'est quand même un cycle quasiment de 3, 6, voire 1 an. 3, 6 mois, en fait. L'idéal dans une démarche, c'est de se projeter sur 1 année quasiment. Voilà. Alors, ce qu'il y a pour rester dans une pratique sportive qui est un objectif antidépresseur, il y a plusieurs choses à éviter. La pratique tardive, c'est-à-dire tard le soir. Parce que justement, ce qu'on recherche, c'est d'avoir un impact sur tout ce qui est rythme alimentaire, rythme du sommeil. La pratique tardive, elle a un effet dépressiogène. On définit une pratique qui serait antidépressive maximum 3 heures avant votre coucher. Donc si vous vous couchez à 22h30, il faut faire du sport maximum à 19h30. C'est un idéal, hein. Si vous quittez le boulot à 20h, bah vous faites à 20h. Mais là, je définis des bornes, en fait. Hein. Après, l'essentiel, c'est que chacun, à l'intérieur de ça, trouve sa pratique. Surtout pour ceux qui vont le conseiller aux autres. La procrastination, donc toujours repousser. Alors, ça soit le début, la première séance, qui est souvent importante, ou la deuxième, ou la troisième. Toujours repousser, repousser. Il faut bien rester dans quelque chose qui soit à la semaine. Ça, c'est important. La musique, parce que là, on squeeze finalement le recentrage sur soi et ses sensations. Donc la musique, c'est vraiment à proscrire. Quand on pratique le sport avec la musique, on est dans une autre dynamique. L'addiction, donc ça, c'est en maintenant finalement le nombre de séances. Quand on rentre dans quelque chose dont on devient dépendant, finalement, on déplace le symptôme. Alors ça peut aider à sortir de la dépression, mais on risque de basculer sur un symptôme anxieux, en fait. Et la compétition, la notion de performance qui est à exclure dans une dynamique antidépressive. Bon, ça peut paraître évident. La compétition, elle peut venir après, une fois qu'on est sorti de la dépression. Et au contraire, après, elle peut permettre de consolider quelque chose et d'aller plus loin. Comme le schéma de tout à l'heure nous l'expliquait, la dépression, on est descendu. Donc il faut remonter. Mais il faut faire attention parce que souvent, dans le narcissisme, le bas est proportionnel au haut. Donc si derrière un bas, vous remontez très haut, c'est un peu le phénomène du yo-yo dans les régimes, quoi, si vous voulez. C'est le même principe au niveau du narcissisme. Vous risquez, alors soit plus loin, 3-4 ans plus tard, de redescendre aussi bas. Il faut arriver à être quelque chose de modéré, à rester au juste milieu. Donc que les oscillations finalement restent dans ce seuil normal. Et c'est là où justement on va rester dans quelque chose qui va durer et se stabiliser. Donc on enchaîne avec Pascal. Oui, la pénurie de médecins touche même le gloss, c'est toujours le même toubib, c'est comme ça. Donc mon titre, c'est Mens sana incorpore sano. Bon, je profite de faire un petit titre en latin, parce que vu ce qui se passe actuellement, je pense que dans quelques années, on ne pourra plus faire de latin, personne ne comprendra plus rien. Et donc le sous-titre, la sueur pour lutter contre la dépression. C'est une image aussi, d'accord ? Ne vous amusez pas à tordre vos t-shirts après le sport et boire votre sueur, ça ne marche pas. En fait, l'idée, c'est de dire, de faire du sport, ça fait du bien pour la dépression. Alors moi, je vais essayer d'expliquer comment ça marche. Alors tout le monde connaît l'impression, ou tout le monde a vécu l'impression de bien-être, d'espèce d'euphorie qu'on a après le sport, qui est en fait, a été démontré dans les années 2008, on montrait que c'était la conséquence de sécrétion d'endorphine. Alors, l'endorphine, c'est une substance qui est un dérivé qui ressemble à de l'opium, en fait. Donc, ce qui explique les effets d'euphorie, les effets antalgiques aussi du sport et notamment de ces endorphines. Alors, il y en a qui se sont dit, ok, ça fait du bien à ceux qui vont bien, mais est-ce que ça fait du bien à ceux qui vont pas bien ? Alors, du coup, il y a eu plusieurs études qui ont été mises en route. Je vais en garder 2, et je touche à rien étant. Non, tu gardes juste. J'ai eu peur. Donc, la première étude, c'est Dr Legrand sur Reims qui s'est dit, ok, je vais faire 2 groupes de dépressifs. Je vais faire le groupe A qui aura 3 activités hebdomadaires de sport, sur le modèle de ce que tu as présenté, hein. Donc dans des conditions aérobie, et j'expliquerai après pourquoi c'est important que ce soit aérobie, sans forcer en fait. Donc 3 fois par semaine, et il a fait un deuxième groupe, un groupe B, avec une seule activité par semaine. Et puis au bout de 8 semaines, il a regardé ce qui se passait, il a réévalué ses patients
avec notamment des échelles comme on a pu voir tout à l'heure. Et il s'est rendu compte, bingo, que le sport améliorait l'état dépressif, le sport aide la dépression. Et il a même montré en plus que si on pratiquait 3 fois par semaine, c'était mieux que si on pratiquait 1 seule fois par semaine. Donc cette étape-là est très importante. Il y a eu une deuxième étude, professeur Böcker à Bonn, il s'est dit, OK, les endorphines, on en fabrique quand on fait du sport, mais est-ce qu'on en fabrique dans le cerveau? Donc il a cherché des volontaires en leur disant, messieurs, voilà, je vais vous injecter une substance radioactive. Donc là, il y a beaucoup moins de volontaires. Il a dit, c'est pour la science. Donc les mecs ont dit, OK, on y va. Et après, ces substances se fixent au niveau des substances, des récepteurs qui acceptent les endorphines. Donc il leur a fait faire du sport et il les a soumis à un examen qui s'appelle un PET scan. Le PET scan, c'est une sorte de super scanner qui éclaire les zones du cerveau qui fonctionnent. Et il s'est rendu compte qu'en faisant faire de l'exercice physique, les marqueurs, qui donc étaient les récepteurs d'endorphines, se fixaient au niveau du cerveau. Donc il a prouvé que les endorphines étaient libérées dans le cerveau lors d'une activité physique. Donc deuxième bonne nouvelle. Alors comment ça marche? Sur le plan psychologique, voilà, vous en savez autant que moi, puisque Bertrand a été vraiment très explicite là-dessus. Maintenant, sur le plan biochimique. Alors, il y a eu beaucoup d'hypothèses, il y a de nombreuses pistes, il y a peu de preuves, mais il y a quand même des choses qui sont certaines. L'action de certaines substances, donc là, on revient sur les endorphines, et on a montré que les exercices physiques permettaient la production de BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, qui permet la synthèse de nouvelles cellules nerveuses cérébrales qui vont libérer des endorphines. Alors, bonne nouvelle pour certains sportifs, faire du sport fabrique des cellules neuronales. Ce qui est pour certains sportifs un coup de chance, parce qu'on se demande ce qui serait devenu autrement. Donc en tout cas, ces sportifs fabriquent des cellules cérébrales qui vont libérer des endorphines et donc qui vont lutter contre la dépression. C'est une des premières pistes. Après, on a pensé à la piste de la sérotonine. On s'est rendu compte que chez les dépressifs, le taux de sérotonine cérébrale circulante était bas. On a cherché à comprendre pourquoi et on s'est rendu compte que sur les neurones, en fait, la sérotonine, c'est une substance qui permet de transmettre les informations d'un neurone à un autre neurone. Non, qui permet de transmettre les informations d'un neurone à un autre neurone. Et on s'est rendu compte que les neurones, donc ces cellules cérébrales, chez les gens dépressifs, recaptaient cette sérotonine. Du coup, il y en avait moins qui circulaient et du coup, ça favorisait la dépression. Alors, du moment où on fait du sport, on augmente la synthèse de précurseurs de sérotonine et c'est pour ça que le sport, lui, est bénéfique dans la libération de sérotonine et donc dans l'humeur. Et puis, il y a une piste qui est actuellement en vogue, c'est la phényléthylamine, qui est une substance aussi qui aurait une action positive au niveau de l'humeur, de l'attention et de l'énergie physique. Et on s'est rendu compte, après des dosages, que chez le dépressif, cette phényléthylamine est très basse et que le fait de faire du sport permettait une libération de phényléthylamine dans des temps très courts après l'effort et dans des taux très importants. Donc c'est une autre hypothèse. Alors là, donc, du coup, on arrive dans l'oxygène. Le cerveau consomme à peu près 20% de l'oxygène qu'on utilise, qu'on capte. Et quand on fait du sport de manière aérobie, c'est-à-dire en respirant bien, on améliore la ventilation, on améliore les apports d'oxygène, et donc on améliore le fonctionnement du cerveau. C'est l'hypothèse de l'oxygénothérapie. Alors là, une étude qui est très très importante, qui est fondamentale. Donc là, a priori, il n'y a pas de pharmacien dans la salle, on n'a pas de sponsor non plus lié à des laboratoires pharmaceutiques. L'université de Duke ont fait une étude très scientifique. Ils ont vraiment eu des critères d'inclusion, ils ont vraiment respecté un protocole, etc. Et ils ont fait 3 groupes. Premier groupe, traitement sport. Deuxième groupe, toujours de dépressifs, traitement médicamenteux. Dernier groupe, traitement sport plus traitement antidépresseur. Ils ont fait donc une inclusion, ils ont fait des tests au début, au milieu et à la fin, au bout de 12 semaines. Ils ont réévalué les candidats au bout de 12 semaines et se sont rendus compte qu'au miracle, l'exercice physique dans le cadre d'une dépression a une efficacité comparable à celle des traitements médicamenteux. En gros, 60% d'efficacité pour le groupe sport seul, 65% pour le groupe médicament seul et 63 ou 64 pour le groupe traitement plus sport. Donc c'est quand même quelque chose de phénoménal, quoi. Ils ont réussi à prouver de manière scientifique que le sport avait une action quasiment identique au traitement. La seule différence, il y en aurait peut-être 2, mais il y en a une certaine, c'est que le médicament a une action plus rapide. L'action antidépressive du médicament est un petit peu plus rapide que l'action sportive. Et la deuxième chose, mais ils sont en train d'évaluer la chose actuellement, parce qu'ils n'avaient pas assez de recul initialement. Actuellement, ils sont en train de montrer, ce dont tu as dit tout à l'heure, Bertrand, qu'il y aurait moins de récidives chez les gens qui pratiquent une activité sportive régulière.
Donc, pour rappeler, donc, il faut pour améliorer donc l'humeur avec le sport, une activité physique régulière en aérobie, donc en respirant de manière aisée, c'est-à-dire en n'ayant pas d'essoufflement, pas de points de côté, pas de choses comme ça, dans un cadre, c'est important. Le sport doit, pour nous, en tant que thérapeute, médecin, faire partie de notre arsenal thérapeutique, mais je pense que si dans un version préventive, je pense que c'est quelque chose aussi très important, avec ses limites. Et puis dernièrement, en mars 2015, un décret est sorti, ce qu'on a appelé le sport sur ordonnance, qui prévoit la prise en charge d'activités physiques adaptées dispensées par des structures labellisées par l'ARS pour des patients atteints d'une maladie de longue durée. C'est-à-dire qu'en gros, le sport serait remboursé dans certaines pathologies. Donc actuellement, les pathologies prises en charge seraient les cancers, seraient les maladies cardiovasculaires et le diabète. Les assurances, donc c'est-à-dire nos mutuelles, ne se sont pas trompées, ils se sont rendus compte, ils connaissent tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui les mutuelles font l'effort, on va dire effort, on ne va pas être méchant ce soir, donc ils font l'effort de promouvoir cette idée de sport sur ordonnance et ils vont rentrer dans des remboursements sous certaines conditions d'activité sportive. Merci, bravo. Moi j'ai coutume de penser quand j'entends parler de médicaments, de béquilles chimiques, c'est un peu un concept qui est utilisé, que quand on enlève la béquille, on oscille à nouveau. Alors on a eu de beaux exposés, de belles présentations, et on a pensé avec Odette que c'est bien de faire une petite coupure et de vous rendre la parole, vous la donner un petit peu, avant de lancer le conférencier suivant sur sa démonstration. Oui. Y a-t-il une catégorie de sport qui serait à éviter complètement ? Alors je répète, y a-t-il une catégorie de sport qui serait à éviter ? Ça marche. Catégorie, je pense ceux qui sont traumatisants en fait. On va dire cette catégorie-là. Après, l'objectif principal, c'est l'état d'esprit, c'est de se recentrer sur soi. Donc tout ce qui est contact, on est dans autre chose. Après, globalement, par rapport à moi, ma démarche, c'est que le sport est un outil. Ce qui est surtout important, c'est ce qu'on en fait. Comment on le pratique et dans quelle dynamique. Dans le cas de dépression, tout est quasiment possible, mais il faut qu'il y ait un encadrement pour qu'il y ait un objectif antidépresseur, en fait. C'est surtout ça qui est important. Tout sport peut rentrer. On pourrait pratiquer la boxe si on part sur une dynamique de coordination psychomotrice, de se réapproprier les déplacements dans l'espace, tout ce qui nous permet de nous recentrer sur notre corps, en fait. On doit être dans du ressenti. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui a été dit de très important, surtout pour les enfants et les ados. La dépression, c'est quelque chose qui est non-verbal. C'est hyper difficile à exprimer. Donc, quand on passe par tout ce qui est ressenti, on gagne du temps, finalement. On se réapproprie son corps sans intellectualiser, sans mettre des mots, et petit à petit, on recrée du lien avec nous-mêmes, parce que c'est ça, en fait, le gros impact de la dépression. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas verbal. Proscrire des sports, ceux qui sont traumatisants et qui pourraient engendrer finalement des effets secondaires, comme certains antidépresseurs. Là, ça a été clairement dit que le sport finalement peut avoir les mêmes effets que les antidépresseurs. Il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que dans beaucoup d'antidépresseurs, vous avez beaucoup d'effets secondaires que vous n'avez pas dans la pratique du sport. Notamment sur l'alimentation. Vous avez des gens qui réagissent très mal à certains antidépresseurs, qui sont obligés des fois de prendre d'autres médocs pour compenser, et on rentre dans une espèce d'autre spirale, et finalement on reproduit la même spirale qui au départ est celle de la dépression. J'ai pas en tête de sport qu'il faudrait proscrire. Non, Moi, je crois personnellement, je proscrirais des sports à risque. On va quand même pas mettre quelqu'un de dépressif faire de la plongée ou du parachutisme. Je pense qu'il y aura un petit risque. Oui. Oui, je crois aussi que c'est la façon dont on pratique, puisque j'ai noté au passage, il faut reconstituer ou reconstruire l'estime de soi. Donc toute pratique ou toute façon de pratiquer qui peut mettre en danger, à un moment donné, peut-être qu'au début, l'estime de soi, se retrouver diminuée, dévalorisée, déqualifiée, naturellement, elle est contre-productive. Voilà, c'est ce que
je situais. Concernant les sportifs de haut niveau, tout à l'heure, si on fait trop de sport, on risque aussi la dépression. Quelle attitude ont les sportifs de haut niveau après un arrêt brutal d'un sport intensif? Parce qu'actuellement, il y a énormément de sports qui sont pratiqués par des sportifs de haut niveau, ne serait-ce déjà qu'à Valence. Et cependant, donc, tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un risque donc, de dépression si on pratique trop. Comment est-ce que vous avez justement une idée concernant donc, ce risque? Si on reprend le schéma tout à l'heure, on rentre dans ce qui est maniaque, finalement. Et on n'est plus dans une espèce de normalité. Le contre-coup de ça, pour éviter d'un point de vue préventif le risque dépressif majeur du sport à haut niveau, puisqu'il y a une exigence, une pression assez importante, voilà, on est dans une zone maniaque en fait, si vous voulez. Par exemple, je sais pas, au Tour de France, le jour de repos, il faut qu'ils roulent. Leur jour de repos, en fait, ils vont pédaler. Parce que s'ils s'arrêtent, ça a un effet inverse que de se reposer réellement. Donc il faut maintenir un certain niveau en fait, d'activité. Donc là, on est le contre-coup pour ça, c'est de ne pas tout miser là-dessus. Et je crois qu'au niveau du sport, au niveau des encadrants, surtout des clubs qui gèrent des jeunes qui ont des objectifs importants, c'est de ne pas oublier le reste. On se disait tout à l'heure que dans, je crois que c'est l'escrime, il n'y a pas trop ce problème, parce que justement, souvent, les escrimeurs de haut niveau, ils ont un boulot à côté, ils ont souvent fait des études, ils se sont construits une vie. Tout ne dépend pas que de ça. Le problème du sportif de haut niveau, c'est que si dans sa vie, il n'y a que le sport, il tombe de très très haut. Et il n'a rien auquel se rattacher. Et en plus là, le sport ne peut pas être un outil antidépresseur, puisque c'est ce qui a généré finalement la dépression. Donc il y a toute une reconstruction de vie. Là, il y a Tsonga qui disait l'autre jour dans l'équipe, après avoir perdu son match, je vais être down pendant quelques jours. Quand les sportifs de haut niveau disent ça, c'est pas down comme nous on peut l'être parce qu'on est un peu fatigué. C'est un vrai coup de blues, quoi. Donc la dépression, il tutoie, les sportifs de haut niveau tutoient constamment la dépression. Ils sont toujours un petit peu... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de conduites addictives, c'est pour ça que le dopage, qui a une visée d'augmentation de la performance, repose finalement sur une addiction, une consommation de drogue, tout simplement, qu'on va retrouver chez le toxicomane, mais lui, il n'est pas sportif de haut niveau. Le processus psychologique est le même. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on regarde la loi. Quand un sportif est chopé avec des produits stupéfiants, il a les mêmes peines que celui qui est chopé avec d'autres produits stupéfiants, sans forcément qu'il y ait une visée d'augmentation de la performance. Donc le sport de haut niveau, on tutoie d'autres sphères. Pour moi, l'aspect préventif, c'est que les encadrants qui encadrent des sportifs de haut niveau, et ça, c'est pas encore le cas aujourd'hui, n'oublient pas cette dimension. Là, il y a un nageur, je ne sais plus son nom, Amaury Levaux, qui a sorti un livre. Je ne sais plus. Et il y a eu des réactions assez intéressantes des staffs de la Fédération française de natation, parce qu'il a toujours montré une forme de fragilité psychologique. Et la réaction qui a été, c'est qu'ils se sont sentis un peu coupables qu'il écrive ce livre, parce qu'ils se sont dit on n'a pas été assez attentifs. Ils ont pris ce livre finalement comme une espèce de symptôme dépressif, une espèce de passage à l'acte, exutoire comme ça. Et ils reconnaissent aujourd'hui, par exemple, qu'il y a beaucoup de nageurs. Le problème de la natation, qui est un sport hautement rébarbatif, l'arrêt de la carrière, c'est une rupture. C'est-à-dire souvent les nageurs de haut niveau, quand ils arrêtent leur carrière, ils ne mettent plus pendant un certain temps les pieds dans l'eau. Il y a vraiment quelque chose d'assez lancinant dans la natation. Et résultat, la rupture, elle est totale. Moi, j'ai connu, le seul sportif de haut niveau que j'ai connu, c'était Jean-Patrick Nazon, qui était cycliste professionnel et qui avait gagné sur les Champs-Élysées en sprint. Et lui, il m'avait dit un jour une phrase qui illustre bien finalement le fait que les sportifs de haut niveau, de par leur vie, s'exposent à un risque dépressif très fort et un risque suicidaire très fort, qui est 2 fois plus élevé que le reste de la population d'ailleurs. Il disait que, en fait, la dernière année où il a pratiqué le sport en tant que professionnel, les cyclistes, en fait, si vous voulez, l'année suivante dépend des contrats qu'ils signent.
il peut arriver qu'il n'y ait pas d'équipe qui les embauche. Et lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dernière année où il a pratiqué, au moment où il a re-signé un contrat avec une équipe pour l'année d'après, donc il s'est mis dans la tête qu'il allait repartir pour un an, sauf que cette équipe ne s'est pas créée. Donc ça s'est arrêté brutalement. Il a rendu ses 3 portables, sa voiture de fonction, et en fait, il dit du jour au lendemain, on ne m'a plus jamais appelé, quoi. Donc on passe d'une vie où vous avez 3 portables, un pour la presse, un pour l'équipe et un pour la famille, à une vie où vous n'avez plus de portable, parce qu'il faut rendre les 3, et où on ne vous appelle plus. Donc on passe de quelque chose de hyper excessif, où vous êtes dans la lumière, à quelque chose qui est plus que dans l'ombre, quoi. Quasiment le trou. Donc là, le risque dépressif, il est majeur, quoi. Ouais, c'est un peu ce que je me disais tout à l'heure. Je me disais tout à l'heure que la conférence s'adresserait presque davantage aux praticiens médicaux, hein, qui pourraient orienter vers la pratique sportive les non-sportifs. Puis en fait, vous êtes tous concernés, on est tous concernés parce qu'on a, même si on n'a pas des sportifs de très très haut niveau qui effectivement vivent des charges émotionnelles très intenses et finissent par s'équilibrer par rapport à ça, et qui ont à gérer, s'ils arrivent à l'anticiper, s'ils sont environnés pour ça, l'arrêt de leur carrière ou l'interruption de carrière, parce qu'en cas de blessure, ils sont extrêmement exposés. C'est très difficile pour un sportif, pour des tas de raisons, y compris biochimiques d'ailleurs, d'être privé d'activité. Vous avez parfois dans vos clubs des candidats au niveau déchus, avant même d'y accéder, ou des sportifs qui s'investissent énormément et qui n'y arriveront pas, et qui arrêtent. Et c'est vrai que là, il faut être très très vigilant, parce qu'on a effectivement des personnes qui se retrouvent tout à coup en déséquilibre par rapport à leur mode opératoire habituel, et un peu en perdition, évidemment, par rapport à tous leurs repères. Et c'est là où c'est vrai que tout ce qui a été dit me semble assez à propos. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ça vous arrive de faire de la dépression en voyant des dépressifs ? Non, je fais du sport. Non. Par contre, comme disait Pascal, hein, on est tous exposés. Hein. La dépression, de toute façon, repose sur la perte. Et dans la vie, on est confronté à des pertes inéluctables. Le décès, par exemple, c'est quelque chose auquel on sera tous confrontés. Après, il y a la perte d'emploi, il y a la séparation au niveau du couple, qui sont les 3 grandes causes, finalement. Il y a 2 manières de se retrouver en dépression. Soit une accumulation de pertes, qui sont finalement pas importantes, mais c'est l'accumulation qui va générer la dépression, ou alors une perte importante, quelque chose de massif d'un coup, qui va générer une rupture. Et ça, on y est tous exposés. Le petit risque actuel, c'est comme ça se disait tout à l'heure, c'est de ne pas se l'avouer. En France, il y a 2 choses qui prennent de l'ampleur. La consommation d'alcool et le surpoids, qui sont, à mon avis, un refuge à la dépression. Donc je dirais grosso modo, ceux qui ne se l'avouent pas, souvent ils picolent ou ils se réfugient un peu dans la bouffe. Mais tout est lié. Je pense que les chiffres aujourd'hui, là c'était sur les 12 derniers mois, hein, le 8%. On dit qu'un Français sur 5 est atteint de dépression. Moi je suis convaincu que c'est la face émergée de l'iceberg, ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent consulter pour des symptômes, des dommages collatéraux si vous voulez. Et on s'aperçoit souvent que les gens se séparent si ce n'était pas aperçu qu'ils étaient en fait déprimés et que leur compagnon ou leur compagne ne les supportait plus au quotidien. Parce que c'est difficile des fois de supporter quelqu'un qui arrive à s'adapter à la dépression, qui arrive à organiser sa vie autour de la dépression. Et finalement, comme ces gens-là arrivent quand même à vivre, ils ne se rendent plus compte de l'impact qu'a la dépression sur tout un tas de petites choses, et c'est les autres qui en subissent les conséquences. Donc c'est ça la grande difficulté de la dépression, c'est de l'identifier. C'est très très rare que les gens spontanément consultent un professionnel en disant « ouais, je crois que je suis dépressif ». En général, c'est un proche qui commence un peu à alerter ou alarmer, ou alors un symptôme, un autre symptôme pour lequel on va consulter sans trop culpabiliser, qui va faire émerger le véritable fond du problème, quoi. Donc c'est ça la grande difficulté de la dépression. C'est vraiment quelque chose qui est difficile à identifier. Ce que tu dis est parfaitement juste. Quand je faisais de la médecine générale, en fait, très souvent, quand quelqu'un venait nous voir pour un mal de dos, on va dire, une fois sur 2, c'était pas un problème de dos. Ça n'avait rien à voir avec le rachis, ça n'avait rien à voir avec les articulations ni les nerfs. C'est un problème de somatisation. Et c'est vrai que la céphalée, donc les maux de tête, les lombalgies, sont des somatisations de troubles psychologiques, de dépression. Et très souvent, on les voit 2 fois, 3 fois. Puis au bout d'un moment, on leur dit, attendez, c'est bon, les radios sont normales, le kiné n'arrive rien à faire. On gratte un petit peu, puis tout d'un coup, la carapace se lâche, et du coup, ils se lâchent. On dit, avec Bobonne, ça marche plus, ou au boulot, le patron est chiant. Enfin, ils arrivent à se lâcher au bout d'un certain moment. Mais c'est très, très rare quand ils viennent en disant,
Voilà, je vais pas bien, j'ai le moral dans les chaussettes. Ou alors quand il est dans ce cadre-là, c'est effectivement, ils ont été envoyés par quelqu'un d'autre en disant, voilà, c'est la femme qui en est ras-le-bol, voilà, ou l'inverse. Et voilà, c'est vrai que c'est. Tout à l'heure, je parlais de culpabilité de la dépression. On est vraiment là-dedans. C'est curieux parce que le premier article que j'ai lu sur le professeur Henri Laborie, dont vous direz les travaux, là, qui est un peu un précurseur de certaines molécules, il évoquait qu'en 68, quand c'était un peu le Bronx à Paris, les hôpitaux s'étaient vidés. Et les gens n'étaient plus malades, ils ne tombaient plus malades, et ils étaient encore moins dépressifs. Est-ce que le mode de vie actuel qui nous amène à être plus ou moins sédentaires n'est pas un facteur, parmi d'autres, hein, qui favorise justement l'apparition d'attitudes dépressives, voire même carrément de dépression? Totalement. Alors l'hygiène de vie, globalement, la façon dont on vit, fait aussi émerger des maladies comme le cancer. Il y a eu une étude assez intéressante qui a été faite entre des pays, par exemple, où vous n'avez absolument pas de cancer de la prostate, et la France, où c'est un pays où il y a beaucoup de cancer de la prostate. Et donc c'était une contrée chinoise. Et il y a des études qui ont été faites pour voir s'il y avait un gène, en fait, entre guillemets, du cancer de la prostate. Et ils sont aperçus qu'en fait, quand des gens étaient adoptés dans cette région par des Français, et que ces gens, en vieillissant, adoptaient finalement le style de vie français, ils se retrouvaient confrontés finalement au cancer de la prostate, alors que dans la région d'origine, pas du tout. L'hygiène de vie, en fait... Aujourd'hui, en psycho, on le dit comme ça, la culture, la façon de vivre, l'hygiène de vie, c'est ce qui va faire émerger ou pas ce qui peut être inscrit dans le génome. Et en termes de dépression, totalement, on est le pays européen le plus grand consommateur d'antidépresseurs, le plus grand épargnant. En fait, si on regarde bien les Français, on est un pays qui ne va pas trop mal, mais on en a une perception hyper négative, ce qui fait qu'en fait, on déprime. La dépression, c'est qu'une question de perception. C'est pas souvent une question de réalité. C'est pas la réalité qui compte, c'est ce qu'on en fait, quoi. Et souvent, la psychothérapie, elle va aider les gens qui sont en dépression à ne pas refonctionner de la même façon au niveau psychologique, parce que c'est cette façon-là qui a fait émerger la dépression, si vous voulez. Donc oui, alors un truc tout simple, le progrès en général. La visée principale du progrès aujourd'hui ou de la technologie, c'est le confort, donc la passivité. Je veux un exemple tout simple, c'est les écrans. Aujourd'hui, les écrans, les professionnels de la psycho, on est bien embêtés avec tout ça. Alors on freine, on dit oui, il faut apprendre les enfants à gérer ça, parce que l'écran, c'est hautement passif. On est dans quelque chose qui va à l'encontre de l'activité. Si on faisait, là pour moi, si je reprends ce tableau-là, on peut mettre que là, c'est l'actif et là, c'est le passif. À partir du moment où, dans notre vie, on fait des choses qui sont passives, comme par exemple regarder la télé, qui peut être intéressant, c'est une ouverture sur le monde, vu qu'on est passif, la télé, finalement, elle se retrouve ici. C'est un risque aggravant. Tout ce qui va être actif, d'ailleurs, on le dit bien, aller au travail, par exemple, plutôt en marchant ou en vélo plutôt qu'en voiture, à partir du moment où on va finalement être plus actif que passif, on va rester dans cette zone. Je dirais que la limite, moi ici, je mettrais passif-actif. Donc à partir du moment où on va privilégier dans sa vie la passivité d'une manière générale, on va se retrouver ici tôt ou tard, et très rapidement. À partir du moment où on va choisir une hygiène de vie ou un mode de vie plus actif, on va rester ici. Après, il y a les hyperactifs, et eux, ils sont maniaques, mais ça, c'est autre chose. Alors, celui qui est là, c'est Jean-Philippe Desbordes, qui est docteur en anthropologie sociale, diplômé de l'école des études en sciences sociales, président du comité départemental Drôme-Ardèche d'Aïkido et d'Aïkibudo, il nous fera la différence, consultant en ressources humaines et thérapeute. Voilà. Merci beaucoup. Bon, eh bien, bonsoir. Personnellement, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. On a entendu plein de choses sur la dépression. Donc, je me retrouve dans une situation extrêmement compliquée, en fait, parce que je travaille dans des entreprises et je m'occupe de récupérer des gens qui sont au bord du gouffre de la dépression. C'est-à-dire qu'on parle d'une maladie de l'esprit qui peut être potentiellement mortelle parce que, comme tu l'as dit, Pascal, après 1h30, il s'agit d'une question de somatisation, effectivement. Donc ça impacte le corps. Et que face à ça, concrètement, comme vous l'avez souligné tous les deux, c'est vrai qu'on ne sait pas trop bien
ni quoi ni comment faire en l'état actuel des choses, puisque, bien évidemment, la société actuelle est une société hautement anxiogène, carcinogène, dépressiogène, etc. Donc ça crée des vortex. Et sur la question des écrans, j'ai eu à écrire un livre il y a quelques années de ça sur l'hypermédia et l'impact des écrans sur mon enfant qui n'est pas un cœur de cible, puisqu'un écran génère la réponse en fonction d'une cible, et que bien évidemment l'impact en termes psychiques profonds génère des choses qui sont très graves, dont la société aujourd'hui commence à accepter d'envisager de prendre conscience avec 10 ans de retard. C'est-à-dire que, si je vois sur cette question des écrans qui est centrale, puisqu'on doit faire une conférence là-dessus après-demain, on a dit les choses il y a 10 ans, les gens commencent aujourd'hui à envisager que, oui, effectivement, c'est peut-être super d'avoir un smartphone, mais au-delà du smartphone, il y a une autre réalité. S'agissant de la dépression, c'est toujours la même chose. Enfin, moi, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, confronté à des épidémies de suicide, France Télécom, Orange, EDF, qui étaient évidemment la réaction, la conséquence de ce qu'on a appelé des profils efficients, c'est-à-dire des gens qui avaient été spécifiquement embauchés pour ça. Ça, c'est quoi ? C'est-à-dire identifier pour que des modalités managériales, par exemple, puissent être mises en place, un ensemble de failles à l'intérieur de la masse statistique humaine. Mais évidemment, la statistique ne veut rien dire dans ce domaine-là. Et qu'en appuyant sur cette faille, on aboutit à un résultat, et ce résultat se conjugue ou se décline malheureusement trop souvent en termes de geste ultime, donc de passage à l'acte, donc de suicide. Tout ceci s'était inscrit en 2009 dans le cadre d'un arrêt de la Cour de cassation sur ces questions-là, auxquelles j'ai été, entre guillemets, associé en tant que journaliste à l'époque. Bon. Donc de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un individu pour que celui-ci se trouve à cause de son esprit dérangé. Pourquoi est-il dérangé ? Parce que sa femme le quitte ? Parce qu'il boit ? Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a une récurrence, bien évidemment. On ne naît pas dépressif, on le devient. C'est-à-dire, à un moment donné, on se retrouve confronté à des choses qui vont impacter. Et au fond, il y a quoi ? Ce que moi, j'ai tendance à appeler une énergie vitale. C'est-à-dire que sur les cas sur lesquels moi j'ai eu à réfléchir, c'est-à-dire à peu près une centaine de cas de gens, soit qui ont été traités en cabinet, soit dans le cadre des entreprises, le dénominateur commun de ce qui constitue la zone de gravité dont on parle, qui peut se situer aussi dans la normalité, parce qu'il peut y avoir des normalités très 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 graves mais qui sont masquées. Donc, comme vous l'avez souligné, moi j'ai bien apprécié de voir que finalement tout ça est à la fois polyfactoriel et c'est un kaléidoscope. Donc en fait on ne s'y retrouve presque pas dans tout ça. Sauf que si on simplifie, on s'aperçoit que nous avons une maladie de l'esprit qui impacte l'énergie vitale et la personne se retrouve siphonnée, n'a plus d'énergie vitale. C'est-à-dire que des gestes aussi élémentaires que se laver, se soigner, se nourrir, etc., deviennent des difficultés absolument insurmontables. Quand vous passez du temps dans ce qu'on appelle les services des suicidants, des gens qui sont à l'intérieur de la crise suicidaire, ça peut durer 10 ans, ceux-ci vous racontent toujours la même chose. Me laver, pourvoir à mes besoins, c'est indépassable. Je n'y arrive plus, je n'ai plus d'énergie, monsieur. Bien. Alors, ça c'est un aspect de l'iceberg. Cette énergie vitale, qui fait que je peux me mouvoir, que je peux avoir envie de quelque chose, finalement, elle dépend d'un certain nombre de fondements de l'être, le corps et l'esprit. Mais évidemment, si nous sommes dans une idée qu'il y a un divorce entre le corps et l'esprit, ce qui est le cas ici en Occident, évidemment, on ne s'en sort pas. À l'inverse, la pratique des arts martiaux, et c'est là où l'aïkido, moi, m'a amené à concevoir ce que j'ai appelé après une aïki-thérapie, donc à la mettre en pratique, et à constater que cette aïki-thérapie proposait à des individus, en entreprise ou dans leur vie personnelle, des possibilités qui font que par magie, l'estime de soi se retrouve rénovée, ou qui font que par magie, l'énergie vitale, l'envie de vivre se retrouve revitalisée. Bon, alors, évidemment, il faut rentrer à l'intérieur de ces choses-là, c'est-à-dire qu'il est nécessaire que je fasse une démarche. Mais faire une démarche, c'est trouver le contact avec ce qui fait le fondement de ma personne. Une personne qui est dépressive a la sensation, d'après les témoignages, d'être enfermée dans une prison mentale. Elle est aliénée à quelque chose, elle ne peut plus en sortir. Elle se retrouve à faire le choix de béquilles qui sont plus ou moins addictives, donc plus ou moins toxiques. Mais le fait est qu'une personne peut avoir l'illusion qu'elle marchera avec une béquille, on enlève la béquille, la personne tombe. De fait,
Si je ne choisis pas de marcher sur mes propres jambes, personne ne va le faire à ma place. Comment on pourrait inverser ce processus? Est-ce qu'on le pourrait seulement? Est-ce qu'une discipline sportive, mais l'aïkido, c'est pas du sport, nous sommes au-delà du sport. Moi, j'étais sportif de haut niveau quand j'étais gamin, niveau championnat de France, compète de natation. Je vois très bien le bouquin. On l'a vécu aussi. L'aïkido, c'est bien au-delà. C'est comme le kung-fu, c'est comme le judo. C'est une autre dimension. Et cette autre dimension contient en elle-même des notions que l'on peut inférer à l'intérieur du traitement de ce qu'on appelle être dépressif, c'est-à-dire une maladie de l'esprit qui peut être potentiellement mortelle, tout simplement. Ces notions qu'on peut inférer, c'est d'abord cette notion d'énergie vitale. Bon, la pensée asiatique n'est pas du tout organisée comme la pensée occidentale. La pensée occidentale se préoccupe de l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire l'ego, quoi. Ego, éros, et logos, la manière de parler. C'est 3 pierres de la philosophie occidentale, l'un autre. Mais la pensée de l'Est, la pensée asiatique, ne s'intéresse pas à ces choses-là. Elle se préoccupe de qu'est-ce que l'homme par rapport à un grand tout. Comme on n'est pas tout seul sur Terre. Donc, quelle est la place de l'homme par rapport à ce grand tout et comment est-il en relation avec ce grand tout? On dit anthropo-cosmique, rien à voir avec anthropocentré chez nous. Donc, cette relation de l'homme au cosmos, c'est tout à fait différent. Et à l'intérieur de cette relation de l'homme au cosmos, donc de vous au reste, de moi au reste, il y aurait quelque chose d'invisible, d'indéfinissable pour notre pensée à nous, qui est une pensée conceptuelle. Un concept, c'est quoi? C'est une étiquette que je mets sur une boîte pour y faire rentrer du vide. On n'a jamais vu des étiquettes sur du vide servir à quelque chose. Donc évidemment, les concepts occidentaux ne peuvent pas aborder cette dimension-là. Mais pour autant, en Asie, donc au Japon en l'occurrence, puisque Maître Ueshiba, qui est là, est le fondateur de l'aïkido, et il a élaboré un ensemble de 9 techniques et 5 principes. C'est rien du tout. 9 techniques, 5 principes, qui véhiculent cette réalité-là. À savoir, il existe une énergie, on appelle ça ki. Aikido, on appelle ça chi, tai chi, etc. Cette énergie n'est pas mesurable, n'est pas palpable, mais pour autant, elle nous permet d'avoir accès à quelque chose de vital. Et cette chose qui est vitale, en fait, s'exprime d'une manière très simple par le biais de la respiration. Alors quelqu'un qui est dépressif, effectivement, il a devant lui un chemin de réappropriation du corps qui l'amène à faire un réapprentissage. Mais ce réapprentissage-là, il ne sert à rien tant que la personne qui est là-dedans n'est pas arrivée jusqu'au point où il doit choisir, il ou elle doit choisir. Parce que ce qui se joue, c'est ma capacité. L'homme, ce qui définit l'homme, on le sait très bien, ce n'est pas les instincts premiers, c'est la capacité. Enfin, un ensemble de capacités. C'est pour ça qu'on parle de l'anthropologie de l'homme capable, etc. Donc, c'est le fait d'être capable de, par exemple, faire du feu, qui fait que je suis homme, etc., etc. Bon, dans le domaine de cette maladie de l'esprit, qu'est-ce qui se joue? C'est la capacité, vous l'avez compris, à être déterminé. C'est ma capacité à la détermination qui se joue. À partir du moment où je suis déterminé à quelque chose, alors je vais pouvoir me lever le matin et faire du jogging parce que c'est bon pour la santé, c'est mon psychothérapeute qui me l'a dit. Mais si je ne suis pas déterminé, il ne va rien se passer. Alors c'est là où on peut rapprocher d'un côté toute cette galaxie de symptômes extrêmement graves, de cette maladie extrêmement grave, qui est extrêmement répandue, qui coûte extrêmement cher à la société et de laquelle on ne veut pratiquement jamais parler parce que c'est mal vu, de ce qui se passe sur les tatamis. Ça se passe dans l'aïkido, ça se passe aussi dans le judo, ça se passe aussi dans le karaté, et on peut comme ça construire des passerelles, tout simplement. Construire des passerelles. Et ces passerelles, à partir du moment où je suis déterminé à sortir de cette prison mentale, c'est-à-dire de cet état dépressif, alors je peux effectivement faire un mouvement. Pour faire ce mouvement, il faut que je sois capable de prendre conscience d'une dimension très très simple. Lucas, si tu veux bien, c'est que l'aïkido, donc Lucas, qui est un jeune homme qui pratique l'aïkido, donc va m'attaquer comme s'il avait un sabre sur la tête pour me couper la tête en deux. Vas-y. Donc face à une attaque de la vie, quelle qu'elle soit, je peux, moi, de toute façon, choisir de rester en mouvement. Je reste en mouvement, lui continue de m'attaquer, mais je ne suis pas obligé de rester en dessous ou face à l'attaque. Une attaque comme un coup de poing, comme ce qu'il vient de faire, c'est une attaque de stress, un stress d'entreprise. Vas-y. Un stress d'entreprise extrêmement violent qui fait que si je reste en face, évidemment, je vais ramasser, mais je vais me placer différemment. Et à partir du moment où je me place différemment, se produit autre chose. C'est-à-dire que je peux déplacer le problème. Autrement dit, si tu veux bien encore une fois, il s'agit, moi, de mon principe
à moi, qui est un principe premier, qui est l'un des principes premiers de l'aïkido, qui est le principe d'intégrité. À partir du moment, je veux bien réattaquer de l'autre côté, à partir du moment où j'ai conscience que moi, je suis intègre vis-à-vis d'un système énergétique négatif, et que je choisis, vas-y, hein, t'arrêtes pas, je choisis moi de rester décontracté par rapport à ça. Je ne suis pas obligé d'être envahi par la peur. Si je suis envahi par la peur, évidemment, je vais rester en dessous. Mais si je reste parfaitement décontracté, donc libre de mes mouvements, je vais pouvoir... je vais pouvoir m'harmoniser avec son énergie à lui, c'est-à-dire sur la base de quelque chose de totalement invisible, bouger au bon moment, et ainsi rester tout le temps hors de portée de ce qui me menace. Et dans le cas de la dépression, évidemment, cette chose qui me menace, si elle m'atteint, fatalement, elle me fait du mal. Donc je peux choisir d'appliquer, merci Lucas, ce principe d'intégrité. Et je voudrais vous présenter Carole Gidon, qui m'a fait l'honneur, il y a quelques années, de me choisir comme thérapeute, dans le cadre de cette aiki-thérapie, c'est-à-dire comment, à partir de notions très très simples, vous voyez bien, un principe d'intégrité, quel que soit ce qui me menace, je bouge. Et cette possibilité de faire une métaphore, de transposer ça dans la réalité d'une situation, j'aime pas le mot dépressif parce que c'est connoté, disons une situation complexe de la vie. Bon, Carole a fait le choix de venir au cabinet et donc est rentrée dans ce processus d'aïki-thérapie. Et si j'ai bien compris, il y a une dimension pour toi qui est très importante, c'est l'idée de, derrière le principe d'intégrité, qu'est-ce que j'ai fait face à une attaque ? Je suis sorti de l'axe de l'attaque. On appelle ça sortir de la ligne. Et alors, je voudrais donc donner la parole à Carole, qu'elle vous explique ce qu'elle a entrepris un travail personnel très sérieux autour de cette notion. Donc oui, il y a 3 ans, je suis venue voir Jean-Philippe. C'était rencontré un peu par hasard. Il m'explique le fonctionnement de la thérapie. Le lendemain, je l'appelle et je prends rendez-vous et on a travaillé. Je suis allée le voir une première séance et moi qui parle tout le temps, mais vraiment tout le temps, je suis une pipelette sans arrêt. Là, je ne pouvais plus parler. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je n'arrivais absolument pas à décrocher la parole. Et la séance suivante, il n'a pas insisté, la séance suivante, on s'est retrouvés sur un tapis, tous les deux. On s'est un petit peu échauffé et rapidement, il commençait à m'attaquer, donc comme faisait Lucas tout à l'heure. Et là, moi, je suis restée plantée, avec le showman dans la tête. Et là, j'ai commencé à sentir monter une colère monstre et j'ai commencé à lui déballer ma valise. Séparation, problème d'estime de soi et tout ce qui va avec, toutes les béquilles qu'on peut avoir pendant quelques années pour arriver à se dire on est encore en vie, je suis là, mais en fait à l'intérieur on est complètement effondré. Donc Jean-Philippe m'a aidé pendant 3 bons mois, à raison de 2 voire 3 fois par semaine, à au moins sortir la tête de l'eau. Vraiment juste, c'était le démarrage, mais vraiment nécessaire. Et ensuite, je me suis inscrite dans le club qui est à 4 km de chez moi. Donc, facilité d'accès, possibilité d'y aller à pied ou en vélo, entre 2 et 3 fois par semaine. Et donc là, ça fait 3 ans aujourd'hui. Je suis sortie de la dépression assez rapidement parce que, comme je faisais du sport au préalable, j'ai toujours fait du sport jeune, toujours en club, toujours dans un cadre bien précis. Ma vie maritale m'a sortie de ce cadre-là et du coup, là, je me suis complètement perdue. Donc la première chose qui a été importante pour moi, ça a été d'y revenir donc, dans ce club d'aïkido qui, en fait, est une grande famille. Pour moi, ce qui est important dans cette pratique régulière et continue, c'est que j'ai retrouvé ma tête et mon corps alignés. Et je suis plus séparée de mon corps ou séparée de ma tête. Et encore plus quand je suis en pratique. C'est-à-dire que je continue, comme tout le monde, à avoir des problèmes ailleurs. Mais quand j'arrive sur le tapis, je suis là. Et je ne suis pas ailleurs. Alors, j'ai un exemple très concret qui s'est passé l'année dernière. Je vous raconte plutôt comment c'était avant. Avant, il y avait une porte, je la prenais, il y avait un poteau, je la prenais, il y avait un problème, je le prenais.
Et j'étais tout le temps dans la confrontation, tout le temps la tête devant, et je ne comprenais pas pourquoi ça faisait mal, et puis je me relevais, et puis je recommençais. Et donc avec l'aïkido, donc Jean-Philippe m'a déjà mis bien les mots dessus, donc on a intellectualisé tout ça, on l'a mis dans le corps pour que ça se remette, que ça s'imprègne. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et ensuite, ça a été un travail un peu au quotidien, donc sur toutes les deux années passées là, où j'ai appris à mon fils qui est difficile se confronte à moi je sors de la ligne et on discute autrement. Au travail, j'ai une directrice tyrannique, je sors de la ligne et je laisse passer l'attaque, et quand moi je suis prête, j'y retourne et là on discute. Voilà. Je sais, il y a des milliers d'exemples dans mon quotidien, qui fait que sortir de la ligne, pour moi, c'est simplement aujourd'hui vital, et ce qui était à 10 000 lieues avant. Et l'année dernière, j'ai eu un grave accident de voiture. J'ai un fou qui doublait sur une ligne blanche continue. Et je disais ça tout à l'heure à Jean-Philippe. Avant, j'aurais pris mon volant comme ça et j'aurais attendu que ça passe. Là, le gars venait droit sur moi. On était tous les deux à plus de 90 km/h. Et je me suis déplacée. Et lui, il m'a percuté, évidemment, mais voilà, c'était moins violent que ce que ça n'aurait pu être. Et donc voilà, ça fait partie de ma vie de tous les jours. Oui, parce que c'est pas rien que de venir parler de tout ça comme ça. Et donc vous voyez que, comme Carole l'a dit fort justement, effectivement, c'est vital. C'est-à-dire que face à quelque chose qui impacte ma capacité à être vivant, il y a, même si c'est un peu éloigné de nous, des petits trucs, des techniques en fait très simples qui, quand je les mets en application dans ma vie de tous les jours, elles changent la vie, en quelque sorte. Alors, pour terminer, je voudrais vous montrer deux autres petits aspects très simples qu'on met en pratique dans le cadre de cette aikithérapie, donc soit dans le cadre de traitements individualisés, soit aujourd'hui plus dans le cadre de solutions en entreprise, puisque vous savez que le monde du travail est un monde ultra violent et qu'il y a beaucoup de casse, et donc on accompagne les gens comme ça vers une autre gestion de ce rapport de force. Parce que, Lucas, si tu veux bien, on va commencer par Mae Katateri, devant. Voilà. C'est-à-dire que Lucas, là, interprète un rapport de force de la vie. C'est-à-dire une contrainte, le chef, par exemple, la pression, l'argent, etc. En fonction de ma réaction, là, je vais réagir avec des biceps, donc des muscles. Hop. Vous voyez que automatiquement, lui, il se renforce. Plus je pousse, plus il devient puissant. Jusqu'au moment où j'ai beau pousser, je ne peux plus bouger. Et c'est lui qui me repousse. Okay ? Donc, même situation où là, moi, je me détends. Et c'est lui qui bouge. Après, je peux évidemment bouger, il va aller par là-bas, et moi, je vais être tranquille. Ok ? On refait. Hop. Je peux donc rester complètement détendu face à ça. Et si on le fait maintenant dans le dos, donc, ça, c'est une saisie extrêmement contraignante. Enfin, je suis complètement bloqué. Alors on dit c'est important de respirer. Ah oui, c'est important de respirer. Là, je vais réagir sans respirer. Je me bloque. Ok ? Donc c'est lui qui devient le plus fort. Maintenant, je me détends, moi, je respire. Et c'est ainsi que tranquillement, je récupère. On refait. Première situation, je suis en apnée. Il devient puissant. Deuxième situation, je me détends. Juste le simple fait de respirer. Et ce jeune homme qui est très puissant se retrouve à l'extérieur de ce que j'ai à visualiser. C'est-à-dire que si je suis atteint je le représente ici parce que je ne sais pas où le mettre, c'est peut-être là-haut, c'est peut-être derrière, mais disons ici, dans ce qui fait le fondement de mon énergie vitale. Je peux aussi visualiser sur le fait, par exemple, il va m'attaquer de toutes les formes d'attaque possibles, le fait qu'il y a de toute façon devant moi, vous voyez, avec vos doigts, c'est-à-dire en fait, devant moi, il y a un espace qui est un espace qui n'est pas franchissable.
qui n'est pas franchissable. Il peut attaquer de toutes les manières possibles. À partir du moment où je combine cette notion-là et le fait de bouger, Lucas peut faire tout ce qu'il veut, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que j'ai, moi, à la fois une tranquillité face à ça, et surtout ce qu'on appelle une zone de protection. Donc dans l'aïkido, Maître Ueshiba appelle ça notre zone de travail, une bulle aïki. Donc je comprends ainsi qu'avec ces 3 idées très très simples, 1. Mon principe d'intégrité. Deuxièmement, je choisis de respirer. Troisièmement, je visualise le fait que j'existe à l'intérieur d'une sphère, mais vous le savez bien, on a tous notre sphère. L'essentiel des choses dépend donc de ma capacité à réagir vis-à-vis de ce qui m'agresse et à mettre en pratique un choix très simple. Quelle que soit la violence du monde, on ne peut pas diriger ça, on ne peut pas maîtriser ça. Quelle que soit la sauvagerie des agressions de la vie. En fait, 50% du problème dépend de où je me place, à quel moment je me place et comment je réagis. Voilà en 2 mots ce que j'appelle l'aïki-thérapie et j'espère que ça vous aura intéressé. Merci beaucoup.
souffle, l'importance du souffle, effectivement, vous l'avez répété durant cette conférence. Moi, j'ai l'impression, en vous voyant effectivement assurer comme vous l'avez fait avec ces deux personnes, que finalement, la défense, c'est un petit peu la meilleure attaque d'une certaine manière. La préservation de soi en toutes circonstances. Quel que soit ce qui m'arrive, choisir avant tout de me mettre moi en sécurité. Si je pense autrement et que je me dis je vais impacter le monsieur ou la madame d'en face, alors je vais perdre. C'est-à-dire je vais perdre mon intégrité. Je vais me retrouver dans une situation qui sera dangereuse pour moi. Alors que si, dès le départ, j'oublie que je pourrais être fort, je choisis de dire c'est lui le plus fort, et donc de demander à mon corps de se placer de manière à sortir de ce qui vient de se passer entier, sans blessure. Alors je me retrouve avec la possibilité d'accueillir toute cette violence formidable qui arrive, de la guider et de proposer à celui qui la porte une issue positive pour lui, sans le blesser. C'est ça que moi j'ai compris modestement de la pratique de l'aïkido. Et ça, je trouve ça fantastique. Alors justement, la pratique de l'aïkido, elle est adaptée pour toutes les personnes, les enfants, les adultes, les adolescents. Oui, nous avons constaté au sein de notre comité de la Drôme Ardèche que faire de l'aïkido est à la portée de chacun. Il n'y a aucune contre-indication ni prédisposition particulière, etc. Pourquoi ? Parce que c'est pas une question de muscle. On fait de l'aïki avec ce qu'on est. Que vous soyez gros, petit, moyen, carré, triangle, ça ne change rien. Vous avez la capacité à faire aïki. Et c'est ça que l'aïkido nous dit. Donc, il n'y a aucune contre-indication, à part évidemment si j'ai une maladie du cœur. Parce que vous voyez ça, il faut trouver son second souffle, il faut récupérer, etc. On apprend à respirer, ça va très très vite ce qui se passe sur le tatami. Donc il faut une bonne condition physique, mais ça vient progressivement. Là, vous avez vu des pratiquants qui ont déjà plusieurs années de pratique, Carole et Lucas. Donc ce sont des gens entraînés. On n'est pas dès le début comme ça précipité là-dedans. Mais ça vient vite, hein. Ils n'ont que 2 ans de pratique. En plus du bon mouvement, j'ai envie de dire, la thérapie peut être aidante, j'ai envie de dire, dans cette pratique sportive finalement. Bon, clairement, l'aïkido, en fait, le tatami ne ment pas. Le tatami me dit la vérité sur qui je suis, où j'en suis. Je peux penser autre chose. Le tatami va me dire, pépère, voilà, t'en es là. Donc, s'il y a une dimension thérapeutique constante, elle est là. Tout dépend de ma capacité à accepter ce que le tatami me dit. Si mon partenaire ne vient pas... Il faut être 2, je veux dire, bien sûr, je peux faire une technique aussi modeste soit-elle, mais si le partenaire n'a pas la capacité, n'a pas le désir de donner son corps à cette technique, alors elle sera foireuse. D'un point de vue thérapeutique, je peux soit m'en prendre au partenaire, et nous avons créé des commissions pour comportement inacceptable sur tatami. Non, on s'en prend pas à l'autre. Si ma technique elle marche pas, c'est que moi j'ai foiré quelque part. On s'en prend à soi-même. Alors. Ben voilà, c'est-à-dire écoute ce que le tatami te dit et regarde ton pied, il est placé comme ci, comme ça, et change quelque chose en toi. Et comme ça, tu verras. Tu arriveras à autre chose. Et jusqu'à présent, mais moi je ne suis que dans ma première année d'aïkido. Alors jusqu'à présent, le tatami m'a toujours dit la vérité. Bon, en tous les cas, merci pour ces explications qui sont en tous les cas on ne peut plus claires et on espère une bonne continuation à cette pratique sportive en tous les cas. Merci beaucoup, merci à vous. Oui, donc arigato. Bon, Odette, le sport comme outil thérapeutique, c'est beaucoup de belles choses en tous les cas qu'on a entendues ce soir. Qu'est-ce que tu pourrais un petit peu nous résumer de cette invitation finalement des personnes qui ont un petit peu témoigné de tout ça? Alors, le témoignage, j'ai trouvé que c'était très très intéressant. D'abord parce qu'on se rend compte que le sport est vraiment un outil thérapeutique. Ensuite, je pense que cette personne a été extraordinairement simple. Elle a raconté sa vie, elle n'était pas obligée. Et j'ai trouvé qu'effectivement, ça faisait quand même une ouverture vers un sport qu'on connaît peu, il est vrai, mais qui en fait lui apportait beaucoup. On pense souvent donc à des sports d'équipe, le foot, le handball pour ne pas le citer. Et il se trouve qu'on se dit, ce sport on le connaît mal, mais en fait, il lui apportait une sérénité et surtout un équilibre dans sa vie. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Faire du sport une thérapie, c'est très complet pour un homme, pour une femme en tous les cas. Oui, tout à fait. Et puis en plus, une thérapie, effectivement, expliquée ce soir avec des intervenants de qualité, où chacun, effectivement, a expliqué dans son métier qui leur est propre
ce qu'était le sport comme outil thérapeutique, j'ai trouvé aussi effectivement une agréable compréhension, et surtout ça donne envie peut-être de profiter, de découvrir ce sport qui pour moi est un peu inconnu quand même. Alors finalement, cette conférence, elle va aussi servir à des sportifs. On en a vu un petit peu dans cette salle ce soir, et ça va être un petit peu diffusé maintenant peut-être à d'autres sportifs drômois. Alors on va s'en servir effectivement comme base, parce qu'on a quand même la chance d'avoir un mur d'image. Ce mur d'image tourne régulièrement. On va quand même passer aussi donc ce reportage qui est pour nous aussi une sécurité, pardon. Et donc à ce titre-là, en règle générale, quand on fait une commission médicale, on fait toujours des archives. Alors ces archives, cette année, j'ai trouvé qu'elles étaient extraordinairement bien par les intervenants, et je crois qu'effectivement, on va pouvoir le passer, ne serait-ce déjà quand on aura quelques difficultés parmi les sportifs de haut niveau que je citais tout à l'heure, le Club de Rome, et qui en fait, c'est vrai, on a eu quand même quelques retours de sportifs de haut niveau qui sont dépressifs et qui ont abandonné. Donc je crois que là, on a trouvé une petite solution peut-être pour les écouter et surtout les conseiller. Bon, en tous les cas, c'est une très très bonne initiative, et franchement, on souhaite que vraiment des sportifs drômois puissent s'en inspirer pour continuer cette belle aventure qu'est le sport. C'est le cas, et surtout, c'est le cas surtout au Comité olympique d'avoir créé cette commission médicale depuis presque 18 ans, et où effectivement chaque année on essaie de trouver un thème qui peut intéresser le public et surtout donc les sportifs, parce que c'est notre rôle aussi, et on se dit quand même que grâce justement à ces intervenants ce soir, qui étaient de qualité, je le précise, vont beaucoup nous aider dans nos idées et surtout dans notre prochain thème. Merci beaucoup, Odette. Merci beaucoup.